Bonjour, bienvenue, enchanté. Bon, en vrai, j'aurais pas beaucoup de questions. En vrai, j'ai 2 questions sur le sport et après, c'est surtout la partie humoristique et contenu. Et on dit ce que tu veux, vas-y. Ouais, tranquille, parce que Balance. le sport, on s'en bat les couilles, justement. Tant que j'ai resté sur le sport, on en a J'ai rien à foutre. déjà tout dit. T'as déjà tout dit, tu vois. Bon, alors du coup, salut bande d'enculés. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui sort de ce que je fais habituellement parce que j'ai jamais fait en fait en vrai d'interview. C'est la première fois que je fais une interview. Je crois, ouais. Ouais, j'avais fait une interview pour Flo Poisson, mais du coup, la vidéo, j'ai pas pu la faire, mais c'était très différent. C'était en mode reportage. Mhm. Donc j'avais fait son frère, je voulais faire sa famille, j'ai pas eu le temps de le faire. Là, c'est vraiment en mode. Quand j'aurai une deuxième caméra, ça sera encore mieux. J'avoue, on aura 2 ans. On va comme faire des ça, plans tu baba, vois, et tout. comme Ça ça. fera un plan américain, un plan italien, un plan polonais là-bas. Non, tu sais. on sera Énervé, bien. putain. Faut qu'on devienne riche. Hein. Putain, ouais. Faut qu'on être putain de riche. Qu'on perce. Faut qu'on perce. Bon, alors, bah let's go, on va commencer par la première question. Bon, c'est juste une petite base. Quel est mon parcours de sportif? Quel est ton parcours de sportif? Quand est-ce que t'as commencé? Mmh. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à être coach? Moi, c'est... Ouais. Bah après, j'ai fait du sport toute ma vie, tu vois. Quand j'étais gamin, j'avais fait du foot, de la gymnastique. À 13 ans, j'ai commencé la danse hip-hop et ça a été mon taf jusqu'à à peu près mes 20 ans. À 20 ans, je suis parti aux États-Unis à la base parce que je voulais développer ma carrière de danseur. Une fois arrivé là-bas, je me suis démotivé et sec. Et donc du coup, vu que j'ai toujours fait du sport, je me suis dit quel est le sport que je peux faire en ne connaissant personne, en n'ayant pas mes repères dans ce nouvel endroit. Et du coup, la musculation, c'était un peu un choix naturel dans le sens où en fait, tu peux faire ça alors que tu veux, t'as besoin de personne. Donc j'ai commencé, au début, tu sais, j'étais un peu le genre de mec qui snobait à la musculation, genre je voyais un peu les mecs de la muscu comme des kékés. Donc en gros, je me suis dit, ouais, tu fais ça un petit peu... En plus, tu vois, j'avais des blessures vis-à-vis de la danse, donc j'ai commencé un peu plus dans une optique de rééducation, tu vois. Et après, je me suis pris de passion pour le truc. Et vu que j'ai assez vite été assidu et que j'ai directement beaucoup lu et recherché, j'ai assez vite eu un bon niveau en fait. Donc des gens venaient me voir pour me demander des conseils ou même penser que j'étais coach. Et 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, au bout d'un moment je me suis dit il y a un truc à faire. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, je faisais un taf que je détestais, j'étais barman. Ouais. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire un truc là-dedans. Et de fil en aiguille j'ai passé ma certification que j'ai eue en 2013. Et dans la foulée, j'ai commencé à être coach direct et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 10 ans. Je pense, mais t'as fait de la gym, t'as fait de la danse, et t'es allé à l'école? Ouais. Donc t'es allé à l'école? Je suis allé à l'école, pendant ma carrière de danseur, j'étais à l'école. Ok, t'es allé à l'école. Donc j'ai passé mon bac et j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée que j'ai eu plus pour faire plaisir à ma famille que pour moi. En vrai, j'en avais rien à foutre, je suis même pas allé chercher le diplôme. Ouais. En gros, c'était un peu le deal que j'avais avec ma famille, genre ils étaient ok avec mon départ pour les États-Unis si moi j'avais une licence. J'ai passé une licence, 2 semaines après j'étais aux États-Unis. Combien de temps t'es resté aux États-Unis? 5 ans. Eh oui. Jusqu'à de 2020 à 2015. Et du coup, ta licence, elle t'a servi pour les États-Unis? Non. Pas du tout. Non, en fait, moi, ma licence, si tu veux, le truc, c'est que ma famille voulait que j'aille à la fac et que j'ai une licence. Je me suis dit, quelle est la licence que je peux avoir le plus facilement? Et en fait, vu que j'étais déjà complètement bilingue en anglais et que j'avais un très bon niveau en espagnol, langue étrangère, anglais-espagnol. Et du coup, j'allais jamais à la fac, j'allais jamais réviser et j'avais des bonnes notes et j'ai eu ma licence. Ok, ouais. Putain, on a un peu tous le même parcours. C'est toujours les parents qui veulent que fais ci, il faut que t'aies ci, il faut que t'aies ça. Ouais. Et en fait, on va les couilles. Ouais, en vrai, je m'en foutais. Mais vraiment, genre, je suis même pas allé à leur truc de rebus. Rien. Surtout que je suis sûr que tu dois avoir un pourcentage de gens qui est ultra minime dans ceux qui vraiment aiment ce qu'ils font, continuent et arrivent à aller au bout de ce qu'ils veulent. Les 90% des gens, c'est ils font l'école, ils font leurs études, leurs trucs, et une fois qu'ils ont terminé, ils font totalement autre chose. Ouais, la plupart. Parce que surtout, on peut pas demander à l'époque, j'avais 18-19 ans, demander à quelqu'un de 19 ans, tu veux faire quoi de ta vie? Genre, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Ouais, j'ai 35 ans. Ouais, jusqu'à, voilà. Tu Au vois, final, je sais, mais... t'arrêtes jamais vraiment de te poser des questions. Mais ouais. Encore plus quand t'as 19 ans. Donc te dire, je vais faire ça parce que je veux faire ce taf, c'est dur. T'as certaines personnes qui ont une vocation. Des fois, tu crois avoir une vocation. Genre, tu m'aurais demandé à l'époque, j'allais danser toute ma vie. Après... Ouais. Voilà, tu vois, c'est des trucs où... Mais bon, ça a quand même été une bonne expérience, c'était cool. J'ai fait des putains de bonnes soirées. Et quand t'as... C'est quoi ton meilleur souvenir de la fac? Les soirées, gros. Les soirées, gros. Et quand t'as commencé le sport, t'as totalement arrêté la danse, du coup? Ouais. Enfin, quand t'as vraiment kiffé, genre la musique. C'est vraiment, je suis arrivé aux États-Unis et à l'atterrissage, j'ai arrêté la danse. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Je suis allé une fois m'entraîner parce que si tu veux, à l'époque, là, on est en 2010... Et en fait, en 2010, il n'y avait pas encore Instagram, etc., mais il y avait pas mal MySpace.
chez les danseurs, MySpace, oui. c'était genre très développé. Et on avait beaucoup de sites avec des forums. Et en fait, si tu veux, tu avais un forum par ville. Et du coup, un peu, un mec qui arrive dans une nouvelle ville, il peut mettre un message sur le forum en disant, les gars de Tokyo, j'arrive à Tokyo, c'est quoi les spots? En fait, dans chaque ville du monde, tu as des spots où les danseurs se réunissent. Donc du coup, moi, je suis arrivé à Boston, j'ai fait un message sur le forum en disant, ouais, c'est quoi les spots? On m'a donné un spot. Je suis arrivé, j'ai fait, je crois, un training ou 2 grands max. Et j'y suis plus jamais retourné. Okay, ouais. Et j'ai arrêté sec. Les seules fois où j'avais dansé après, c'était quand j'étais bourré en boîte. Mais sinon, en tant que pratiquant sérieux, j'ai complètement arrêté. C'est marrant, j'ai l'impression que le changement de pays, ça te fait changer aussi, même pour plein de trucs. Tu vois, moi j'étais dans le street pendant 10 ans. Ça faisait déjà quelques années que j'étais en mode, ah, vas-y, j'en ai plein de cul, enfin, le street. À chaque fois je me blessais, j'avais mes blessures. À chaque fois que je revenais dans le sport, j'étais là, putain, ça y est, j'ai plus de blessures, vas-y, let's go. Je commençais à m'entraîner, et un mois après, t'as tout qui revient, quoi. Et le truc, c'est que c'est vachement frustrant parce que t'es en mode. Putain, en plus j'aime pas la muscu, tu vois. Enfin, c'est pas que j'aimais pas la muscu, c'est que c'était pas foufou pour moi. C'est parce que t'attirais le plus. T'es là, t'es assis, tu soulèves des poids, t'es en mode ouais, c'est cool, t'as une bonne congestion, tu remets. Ouais, c'est un sport particulier. T'as ceux qui se font prendre de passion, qui restent dedans. T'as ceux qui s'y mettent jamais, et t'as ceux qui essayent, qui se rendent compte que c'est pas pour eux. Tu vois, t'as tous les cas de figure, mais c'est vrai que c'est super particulier comme sport. Surtout qu'après, t'as toute l'image qui va avec. Genre, c'est sûrement le sport où t'es le plus montré du doigt quand t'en pratiques. Ouais, en plus. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il y a ça. Mentalité. Nous, dans du street, il y a une mentalité très différente. Ah oui, clairement. La plupart des sports, tu vois. Donc après, c'est juste est-ce que tu trouves ton compte ou pas. Mais oui, clairement, quand tu déménages ou que tu changes d'environnement, bah, ça te fait te remettre en question sur un peu tout dans ta vie, tu vois. Moi, j'ai arrêté là, ça fait pas longtemps. Je me suis dit, vas-y. Après blessure avec Flo, là, je me suis dit, vas-y. Je vais refaire un peu de street pour voir. Un mois après. T'as compris ta douleur. Nique sa mère. J'ai dit, maintenant, c'est muscu. Ah, ça a l'air intense comme sport. Quoi. Ah, c'est violent, hein, pour les épaules, les coudes. Ça se voit. J'ai encore mes douleurs dans le dos, des trucs. Ça me réveillait tout, des fois. Putain. Bon, là, ça va mieux. Maintenant que je fais de la muscu, que je suis assis et que je me regarde dans la glace. Mine de rien, la muscu, ça répare. Ben ouais, parce que c'est pas les mêmes mouvements, nous on est vachement en extension complète ça, tout le temps. Renforces. Je sais que je suis arrivé à la muscu, je revenais de 7 ans de danse, j'étais un chips. Et ouais. Mon bas du dos, mes genoux, vrai, mes adducteurs, j'étais à la ramasse, j'avais mal partout. On aurait dit que j'étais un vieux alors que j'avais 19 piges. Et ouais, putain. Vive le sport. Voilà, faites du sport les jeunes. Du sport. En fait, ouais, du coup ça répond un peu à la question. En fait, je me suis... En fait, mais vas-y, je vais développer, c'est intéressant comme question. En fait, à la base, moi j'ai toujours été le genre de mec qui détestait les réseaux. Genre, t'allais en vacances avec moi, tu prenais trop de photos, je te chambrais, je te disais viens on profite du moment. Tu vois, j'étais genre ce genre de mec, aigri des photos. Genre j'ai des voyages que j'ai fait, j'ai pas une photo, tu vois. Et en fait, à la base, donc du coup, je suis devenu coach et mon déclic pour après me mettre sur les réseaux, c'est quand je suis revenu en France. Bon, je suis revenu en France en 2015 et en revenant, moi dans ma tête, j'ai une certification, je peux être coach. Et on m'a dit non, ici en France, il faut passer un BPGEPS, c'est un an. Là. Donc du coup, pendant un an, je passe le BPGEPS et à la sortie du BPGEPS, en gros, je voulais développer mon coaching et avoir des clients, donc je me suis mis sur Instagram. Mais à la base, je m'étais même dit, je suis rentré genre à reculons un peu, je me suis dit, bon, tu te mets sur les réseaux, mais c'est juste pour le taf. Hein. Donc tu racontes rien de ta vie, tu fais que te donner des conseils. Et aujourd'hui, on voit où l'on en est, mais... À la base, mon plan de base, c'était vraiment d'être 100% genre Instagram pro et tout. Et c'est comme ça que je me suis mis sur les réseaux. Puis après, je me suis pris au jeu, tu vois. Les réseaux, ça reste fun. Mais de base, toute ma vie, j'étais un mec qui était anti-réseau. Je trouvais ça claqué au sol. Ah, ça manque particulier quand même. Ouais. J'avoue que... Et c'est de là que t'as eu ta passion un peu pour genre... photos, vidéos, matos... En fait, de base, pour moi, c'était une manière... d'être meilleur sur les réseaux. Puis après, je me suis un peu pris de passion pour le truc jusqu'à arriver à un stade où je voulais m'informer sur la photographie, la vidéo, le matos, pour le plaisir de le faire. Tu vois, c'était plus simplement une raison d'être meilleur sur les réseaux. C'est juste la passion de pouvoir produire de belles images, tu vois. Donc, c'est vraiment, au début, c'était utilitaire de le faire. Puis c'est devenu juste un truc passion. Et puis maintenant, je peux le faire. Et tu le verras peut-être pas forcément sur mon contenu, mais moi, j'ai kiffé l'apprendre, tu vois. Ok, ouais. Moi, c'est le process que je kiffe. Ouais, c'est ça, c'est le process. Tu vois, moi, j'ai pas de photos. Genre, tout le monde me dit, ah, t'as des photos de machin. Mais je m'en bats les couilles. Moi, mon truc, c'est quand je prends mon appareil, je fais mes photos, je retouche, ou pareil, je fais une vidéo. Une fois que j'ai fini ma vidéo, je suis en kiff, je la regarde 5 fois, et après, nique sa mère. Ouais, ça m'arrive. Genre, je passe déjà à autre chose, quoi, tu vois. Ouais. T'es déjà sur le prochain projet. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ce qui nous fait durer, c'est qu'après, tu finis par aimer ce que tu fais. Sinon, mais tu découvres tellement de nouveaux trucs. Avec les années, t'as toujours du nouveau matos qui arrive, des nouvelles façons. Maintenant, t'as des IA, t'es en mode what the fuck. Quoi. Ouais, en vrai, c'est ça, c'est un domaine qui évolue. Mais du coup, ça te garde en passion, parce que mine de rien, toi-même, tu sais que c'est tellement de taf que si t'aimes pas vraiment ça, tu décroches. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup de travail, donc il faut que t'aimes. C'est comme le sport. C'est de ouf. C'est comme le sport. Il y a beaucoup de parallèles entre l'un et l'autre. Je pense que même avoir pratiqué du sport toute ma vie, ça m'a apporté des valeurs que j'ai transposées un peu dans la création de contenu, tu vois. Ouais, carrément. Ouais.
Non, mais moi, ce qui est bien, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans les réseaux, c'est que je trouve que ça te pousse à créer du contenu encore plus. Parce que s'il n'y avait pas les réseaux, tu ferais du contenu, mais tu les partagerais à tes potes ou à ta famille ou des trucs comme ça, tu vois. Le fait d'avoir les réseaux, ça te permet de pouvoir balancer, et de te voir progresser, de revoir ce que tu as fait avant, de te redonner des idées, de voir ton level qui évolue, tu vois. Et ça, je trouve ça... Ouais, puis t'as le feedback des gens, tu vois, t'as un peu les gens qui te font leur retour, t'as les trucs comme ça, donc ça te permet de te perfectionner. Ouais, c'est cool. Chose que t'aurais pas, parce que si tu crées juste dans ton coin, ok, t'as ta vision personnelle de ton projet, mais c'est bien d'être exposé aux visions d'autres personnes. Surtout que des fois, voilà, t'as des retours qui peuvent être assez brutaux, tu vois. Et, même si ça fait mal sur le coup, ça te permet de te remettre en question, de te dire non, mais il y a quand même du vrai dans ce qu'il a dit, peut-être que je peux changer ça. Et t'affines au fil du temps. Surtout, moi-même, dans ma création de contenu. J'ai plus ça, moi. Non. J'ai plus aucune personne qui me dit tu devrais, ou fais ci, ou fais ça. Après, oui, mais toi, t'as atteint un niveau où maintenant, c'est dur de te reprocher des trucs d'un point de vue visuel. Genre, ça y est, t'as coché toutes les cases. Ouais, oui. Au bout d'un moment, t'aurais un peu du mal. J'en ai des fois, mais c'est des haters, quoi. Tu vois, c'est en mode. Oui, non, mais après, c'est pour ça que c'est toujours bien de différent. savoir différencier entre quelqu'un qui fait juste le rageux et quelqu'un qui peut avoir l'air de faire le rageux, mais qui en fait te donne un retour qui peut te servir. Tu vois, moi, des fois, le mec il est en train de m'insulter, mais je vais quand même avoir le truc de me dire, par contre, quand il a dit ça, c'est vrai que. Tu vois, et après, t'arrives à. Ouais. Ça m'est venu naturellement. En fait, alors quand je t'ai dit que j'étais rentré dans les réseaux en me disant c'est un taf, c'était le projet de base. Et après, c'est un peu ma personnalité qui a fini par prendre le dessus. En fait, au début, mes réseaux, c'était très très technique, genre prof de sport. Puis après, j'ai un peu plus laissé ma personnalité transpirer par-ci par-là. Et quand je le faisais, je voyais que les gens avaient des super bons retours et qui kiffaient ça en fait. Et que du coup, ils me disaient c'est encore plus agréable de suivre tes posts parce qu'il y a un côté ludique. Et après, de là, ça m'est venu un peu naturellement, sachant que c'est un peu ma personnalité de base. Genre, j'aime bien dire des conneries qui me passent par la tête. Donc au final, maintenant, je le fais juste, mais auprès de plus de personnes. Mais il y a aussi le côté où tu prends l'habitude de la caméra. Ah oui, mais ça c'est... Une fois que tu deviens plus à l'aise, t'es beaucoup plus toi-même. Oui, je pense qu'après, je pense qu'après, c'est un peu propre à n'importe quel domaine. Quand tu fais, tu deviens bon. Tu vois, il n'y a pas... Au début, oui, j'étais grave pas naturel devant une caméra, genre c'était ouf. Tous pareil, tous des grosses merdes. Bordel. Quand tu l'allumes, tu sais pas quoi dire, t'es là en mode. Non, tu sais que ma première vidéo, j'ai mis 3 jours à la faire. Ah oui. Parce qu'on aurait dit je me préparais pour aller passer mon permis. Non, mais en gros, je suis arrivé, j'avais installé le matos et tout. Après, j'arrive, je suis vas-y, je vais prendre une douche froide, un café, après c'est parti. Non, attends, je vais sur Netflix, je regarde un épisode. Ok. Non, vas-y, demain. Et j'ai mis 3 jours à réussir à la faire. On aurait dit que j'allais passer mon bac, tu vois. Et tu vois la vidéo, c'est un bordel. Je regarde le sol, j'ai mes notes, elles sont là. Je regarde un peu, j'arrive pas à regarder la caméra. Je passe la moitié de la vidéo à regarder comme ça. Et c'était un bordel, je bégayais et tout. Je me souviens même plus de ma première. Ça fait tellement longtemps, ça fait 18 ans. Ouais, Je fais de la photo vidéo, du coup, je sais même plus. Ouais. Ça serait fun que tu la retrouves. Je crois pas, je pense pas. C'est dommage. J'avais des vieilles vidéos, je pense que je peux encore en trouver sur YouTube ou quoi. Ou des trucs à moi de mon ancienne chaîne, mais j'ai pas, même pas du avant. Parce que moi j'avais commencé, c'était sur YouTube. Parce qu'en fait dans le street on n'était pas beaucoup. Et le seul moyen qu'on avait de discuter c'était soit Facebook dans les groupes, soit c'était par YouTube. Genre on partageait des vidéos comme ça à l'arrache sur YouTube, tu vois, et c'était en mode vas-y. Et moi c'est comme ça que ma première chaîne elle est partie d'un coup. Parce que j'avais déjà une qualité, une gueule et tout, mais c'était en mode quand je suis retombé sur des vidéos, j'étais là. Ah ouais. J'ai bien évolué quand même. Ouais, ça, je trouve que c'est un plaisir de regarder ça. Tu te dis, en fait, j'en ai fait du chemin. Ouais. Là, tu me remets mes premières vidéos, j'ai fait pleurer, mais de gêne, tu vois. C'est genre, je ressemble à rien. Non, mais c'est cool. Moi, j'aime bien aussi. C'est le propre d'un art. Tu l'exerces et tu deviens bon dedans, tu vois. J'ai fait l'erreur de tout supprimer de ma chaîne et tout, donc j'ai plus rien. Ouais. Mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est dans ma tête de toute façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais, tu vois, à l'heure actuelle. C'est ça qui est. Oui, après, ce qui compte, c'est ce que tu fais dans l'instant présent. Pour le Parce qu'on s'inspire tous quelque part. Moi, en vrai, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe autour de moi, en fait. Genre, j'ai un humour qui est très observationnel. En gros, si tu remarques, la plupart des vidéos que je fais, je vais pas spécialement inventer quoi que ce soit. En fait, je prends une situation de la vie de tous les jours et je l'exagère pour un effet comique. En gros, je vais voir quelqu'un faire un truc, je vais dire, ah ouais, ça, c'est un peu drôle. Imagine s'il faisait encore plus. Et je vais un peu partir dans une exagération, tu vois. Et au final, c'est un peu ça. Donc, je suis juste quelqu'un qui est très, très observateur, en fait. Donc, même, tu vois, dès que je vais me retrouver dans une situation... En gros, l'inspiration, elle peut être partout pour moi, dans le sens où je peux être en soirée. Je vois un mec qui est en train de parler avec une fille et qui la saoule parce qu'elle a grave pas envie de parler avec lui. Donc, elle est dépitée, lui, il fait que de parler. Et je me dis, imagine, maintenant, il prend un haut-parleur et il lui crie dans l'oreille. Imagine, maintenant, il prend un speaker. Et après, en fait, ça... Et voilà, et en fait, donc, tout mon humour, il part toujours d'une situation réelle, en fait. Situation de merde à la con qui... Ouais, voilà, ou je sais pas, genre...
un mec qui tient une machine de 40 minutes pour être sur son téléphone. Maintenant, imagine que carrément, il tenait la machine et il est sur un journal. Maintenant, imagine qu'il a une télé comme ça. Et tu sais, après, j'exagère le truc. Voilà, c'est vraiment mon humour, il se construit que comme ça. Ok, ouais, c'est vrai que tu t'as pas vraiment de référence, genre sur des personnes qui font déjà de l'humour ou des trucs comme ça. Bah C'est après, pas pareil comme... non, si, j'ai des inspirations à droite à gauche, mais si je te le disais, t'arriverais pas à le voir parce que c'est pas des inspirations dans le sens où je me suis imprégné de ce qu'ils font, mais c'est des inspirations dans le sens où l'énergie qu'ils mettent dans leur art, elle m'a inspiré d'un point de vue plus abstrait, tu vois. Par exemple, deux grosses inspirations que j'ai, une française, une américaine. Français, c'est Jean-Yves Lafesse, qui m'a genre énormément inspiré, juste de la manière en fait où lui, bah justement, l'humour observationnel où il arrive à avoir une situation et pouf, trouver une blague. Tu vois, et ça m'a toujours bluffé en fait. Et en US après, il y avait Dave Chappelle qui, pareil, bon, là il a fait des grosses polémiques récemment sur un sketch qu'il a fait où il parlait un peu de la communauté LGBT, tout ça, donc ils ont voulu le supprimer. Enfin, voilà, il est rentré dans un terrain glissant, mais hors polémique, juste pour parler de l'artiste de façon globale. Après, ça a toujours été un mec, justement, rentre dedans. Et la façon dont il m'a inspiré, lui, c'est qu'il m'a montré qu'il y a toujours une façon de faire passer un message sur le ton de l'humour, même si tu passes un message sérieux. En fait, tu remarques, après, je suis pas quelqu'un qui pousse énormément de coups de gueule, mais quand je vais le faire, je vais trouver une façon ludique de le faire, mais t'arrives à voir le message derrière, tu vois, mais je vais jamais arriver à dire « y en a marre !» Non, tu vois, je vais dire « ok, comment est-ce que je peux le tourner de façon fun ?» mais quand même faire passer ce que je veux faire passer. Et Dave Chappelle, c'est quelqu'un qui vraiment, sur cet aspect-là, il m'a inspiré, mais de malade. Ok, mais regarde, parce que je connais pas du tout. Après, c'est de l'anglais aussi, c'est pour ça que oui, c'est et puis compliqué après, à comprendre. c'est à l'ancienne. En fait, il avait une émission qui s'appelait Chappelle Show. Et il faisait pas mal de parodies et trucs comme ça. Et il envoyait des missiles, hein, surtout pour l'époque. Et de là, il avait un peu disparu du circuit. Là, il est revenu avec une série de sketchs, dont celui qui a fait Bad Buzz, tu vois. Et non, c'est vraiment beaucoup d'humour. Voilà. Il a pas peur de dire les choses. Chris Rock aussi, qui m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là. Je connais ça. Parce qu'il a pris la baffe par Will Smith. C'est pareil, des gros humoristes où vraiment, tu vois, cet aspect-là, de pouvoir traiter de n'importe quel sujet tant que c'est bien fait. Tu vois, en fait, en soi, tu vois, on dit souvent on peut plus rien dire. C'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est que tout ce qu'on dit, il faut le dire d'une certaine manière, en fait. Ouais, de là, tu vois, bah, pareil, pour en revenir, tous les sujets épineux qui me trottent dans la tête, j'en ai parlé, tu vois, et j'ai déjà dit des trucs qui auraient pu me faire bad buzz, mais c'est juste que quand tu sais comment le dire et que tu peux toujours faire passer tes messages. C'est ça qui est dommage, je trouve, aussi d'un côté, c'est qu'on est censé avoir la liberté d'expression, mais que tu peux pas le dire de la manière dont toi t'as envie de le dire. On a la liberté d'expression, c'est tant que je suis d'accord avec toi. Ça, on va pas. C'est, voilà, surtout à l'heure actuelle, on est dans un climat où le niveau socialement, on est le plus divisé qu'on ne l'a jamais été. Il n'y a plus de liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est avec les gens qui sont de ton camp. Si les gens ne sont pas d'accord avec toi... En fait, on est arrivé à un stade où maintenant, les gens, ils s'identifient tellement à leurs idées que si maintenant je suis contre ton idée, toi, tu vas le voir comme si j'étais contre toi. En fait, donc maintenant, si je critique une de tes idéologies, entre guillemets, maintenant, toi, tu vas le voir comme une attaque personnelle. On a perdu un peu cette capacité à se séparer de nos opinions. Ça veut dire que si tu critiques un truc auquel je crois, je vais pas le voir comme une critique sur moi-même, en fait, et je suis prêt à en parler. Et ça, c'est un truc qui s'est énormément perdu sur les 5-10 dernières années, mais énormément. Et malheureusement, nous, en tant que créateurs de contenu, on est les premiers à en faire les frais, et ceux qui en font le plus les frais, parce que à l'inverse d'une personne qui va s'exprimer à la table de la famille, et il y a ses 11-12 membres de la famille, nous, on va le faire devant des milliers de personnes. Donc tu joues avec des milliers de sensibilités différentes. Donc c'est un peu un truc qui est devenu classique. Tu vas faire une vidéo où tu abordes un sujet, des gens vont être contre, et tu dois être prêt à ça, en fait. C'est vrai que c'est beaucoup de mal à se mettre à la place de l'autre personne, et d'accepter, par exemple. Après, moi, je trouve que c'est un truc qu'on a en vieillissant aussi. Moi, c'est un truc en vieillissant où, avant, j'étais un peu comme ça, tu vois. Plus en mode, j'acceptais pas que la personne en face pense pas comme moi. Maintenant, je me mets à la place de la personne en me disant, ouais, ok, il a juste une façon différente de... Oui, puis je pense qu'après, inconsciemment, le fait d'être maintenant exposé sur les réseaux, ça t'a aidé aussi. Oui, parce que t'es exposé à énormément d'avis différents. Tu vas faire une vidéo, tu vas récolter 50, 100, 200, 500, 1000 commentaires de 1000 personnes avec des vécus, des idées, des sensibilités différentes. Donc, t'arrives même à arriver à un stade où tu vois les choses d'un autre angle en te disant c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que lui en parle, tu vois, à l'inverse, ou si tu prends une personne qui ne fait pas ce qu'on fait et qui va donc avoir cette conversation avec ses 2 collègues de taf et sa petite amie, tu joues avec beaucoup moins de sensibilités différentes, surtout que les gens que tu côtoies dans la vraie vie, souvent, font un peu partie de ton cocon et de ton cercle, tu vois, donc ils ont beaucoup plus de chances de penser exactement comme toi. Nous, on s'adresse à des personnes qui viennent d'un environnement socio-culturel qui peut avoir, mais absolument rien à voir, donc forcément, leur réaction, elle va être beaucoup plus nuancée,
que ce que notre entourage peut avoir. Et donc, inconsciemment, tu finis par être un peu ouvert d'esprit. T'apprends à l'être, en fait. Même je trouve ça intéressant, moi, de voir les réponses des gens, tu vois. Ah, mais T'es pas fermé, justement, comme tu dis, à ta famille, et ça te permet de voir tellement de choses différentes, et ça te donne même des idées pour ta créativité. Et tout, les commentaires de mes vidéos sont ma plus grande source d'apprentissage. Je les lis quasiment tous. Bon, après, je peux avoir une vidéo qui en fait énormément et je peux pas tout lire, mais autant que je peux, je passe vraiment beaucoup de temps à lire les commentaires, à lire les réponses à mes trucs, etc. Parce que ça m'a beaucoup plus permis d'évoluer que n'importe quel brainstorming que j'aurais pu faire dans mon coin. Fois 1000. Ouais, moi je suis un peu pareil. Du mal à répondre à tout le monde, c'est un peu compliqué, mais... Après, arriver à un stade, ça devient dur, tu vois. Mais au moins, garder un contact avec les réactions des gens et pouvoir prendre cette température, que tu puisses répondre ou pas. On a 24 heures dans une journée, et les gens comprennent, tu vois. Mais le fait de déjà, tu vois... rester à l'actualité, rester au fait de ce que les gens disent, c'est super important. Le jour où tu te déconnectes, pour moi, c'est le jour où tu as commencé à perdre. Ouais, de toute façon, c'est ta communauté les gens qui te suivent, c'est des gens qui sont là pour toi, ils aiment ce que tu fais, le contenu que tu fais, la personnalité que t'es. Donc c'est eux qu'il faut écouter, en fait, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y en a plein, quand tu vois certaines personnes avec un certain nombre d'abonnés qui s'en battent les couilles, qui répondent à personne, aucun like sur rien, ils sont juste là pour partager, et prendre de l'argent sur les sponsors et les trucs comme ça. Moi, je le comprends pas. Il y a un moment où ça finit par se voir, en fait. Quand t'es déconnecté de ton audience, on finit par le voir. Moi, j'ai des passages, tu vois. J'ai des passages où je réponds plus, c'est quand je travaille moins. Oui. Et quand je travaille plus, j'ai beaucoup moins de temps pour répondre. Oui, voilà. Tu fais avec ce que tu peux. Ouais. Pareil, on travaille tous énormément. C'est difficile, arriver à un certain niveau, de répondre systématiquement à tout ce qu'on t'envoie. Quand tu reçois 400 messages par jour et 2300 commentaires et... 10 000, des fois, il y a un moment où ça devient dur. Mais tant que tu gardes quand même un œil sur ce qu'on se dit, c'est good. Parce qu'il faut quand même dire que tu fais 3 vidéos YouTube par semaine et que tu tournes quand même à un réel par jour à l'heure actuelle. Avant, c'était plus. Normalement, mon rythme de base, c'est 3 vidéos courtes par jour et 3 vidéos longues par semaine. Courtes, c'est réel, tu veux dire Reels ou TikTok. Moi, après, je mets tout partout. Je fais les 3 et partent les 3 sur Reels, les 3 sur TikTok, les 3 sur Short. Oui, ça après, mais ça fait quand même. Mais en gros, ça fait 3 vidéos courtes. Et comment tu t'organises ? Comment t'organises ta semaine ? S'il y a des mecs, par exemple, qui sont là en mode putain, mais comment il fait ? Moi, j'aimerais bien organiser ma semaine, mais je sais pas comment faire. Alors, on va cloisonner les deux. Ce sera plus simple pour moi de vraiment pouvoir l'expliquer de la façon la plus simple possible. Donc, on va commencer par le contenu long. Donc, si on part sur une semaine de 7 jours, de lundi à samedi, on est d'accord que ça fait 6 jours. Sur ces 6 jours, il y a 3 jours où j'écris plus je tourne, 3 jours où je monte. Donc par exemple, moi je poste mercredi, vendredi, dimanche. Donc lundi, j'écris et je tourne, mardi je monte, mercredi je poste. Et mercredi aussi, j'écris et je tourne. Et vendredi, je poste. Donc jeudi, montage, vendredi, ensuite, jeudi, j'écris et je tourne. Non, vendredi, j'écris et je tourne. Samedi, je monte, dimanche, je poste. Donc ça fait 3 vidéos par semaine. Donc en gros, un jour sur 2, j'écris et je tourne, un jour sur 2, je monte. Et je publie le lendemain. En gros, par exemple, là aujourd'hui, on est samedi. Je viens de finir de monter. Celle qui va partir demain, dimanche. Ça, c'est les vidéos longues. Vidéo courte, je tourne 3 fois par semaine. Mercredi après-midi, vendredi après-midi, samedi après-midi. Avec toi. Du coup, ouais. Et donc en gros, j'essaie toujours de faire environ à peu près 6 vidéos par tournage. Donc 6 x 3, 18. Et dans la semaine, donc ça me fait 18 trucs à poster. Et en fait, la veille, je monte les 3 vidéos du lendemain. Donc lundi, je monte les 3 vidéos courtes qui vont partir mardi qui vont partir mercredi. Sachant qu'après, ça reste des vidéos, les TikTok et compagnie. La plupart, c'est des vidéos d'une quinzaine de secondes. Ça m'a pris, en 1 heure, j'ai monté mes 3 trucs. Voilà. Et tu arrives quand même à garder des idées, des trucs comme ça. Oui. Tous les 3 jours, tu dois être en train de penser à ce que tu vas écrire, à ce que tu vas machin. Ouais, après, on va te dire que t'as toujours 20-30% de ton contenu. C'est vraiment le contenu où t'as passé une grosse part de ton temps à rechercher, développer, écrire. Et 70%, c'est ce que j'aime appeler le contenu fast-food. C'est juste une manière de rester régulier, actuel. C'est des vidéos que tu vas penser très vite, tourner très vite, monter très vite et ça part, tu vois. Donc par exemple, si par exemple on dit que mardi je vais poster 3 vidéos courtes, il y en aura une que j'aurai plus travaillé que les autres, que j'aurai
mis du temps sur le montage, que j'aurais pensé au plan en avance, etc. Et il y en a 2, c'est des vidéos d'une dizaine de secondes que j'ai fait en 2 secondes. Et ça, c'est plus un truc que tu fais à l'heure actuelle à cause de l'algorithme, où tu es obligé de poster vraiment beaucoup. Parce qu'à l'époque, on n'était pas obligé de faire ça. Enfin, je me souviens, au début, tu pouvais attendre 4-5 jours, tu postais un truc, ça n'avait rien à voir, quoi. Non, ça, on va dire que depuis que je me suis mis sérieusement sur le réseau, j'ai été agressif. Genre dès le début. Donc, c'était même pas une question d'algorithme ou quoi, c'était que dès le début, en fait, je me suis dit, tu dois prendre ça au sérieux, tu vas le prendre au sérieux. Et j'ai, entre guillemets, inondé les réseaux. Enfin, je suis un peu arrivé de nulle part et dès que je suis arrivé, j'étais partout parce que je faisais que d'envoyer du contenu sur toutes les plateformes. Mais j'ai un peu toujours eu cet état d'esprit où, en fait, ce que je fais pas, c'est décider à la place de mon audience ce qui est une bonne ou une mauvaise vidéo. Tu sais, t'as plein de gens qui vont dire non, mais moi je privilégie la qualité. Mais comment est-ce que tu sais si c'est de la qualité? Ton audience, il te l'a pas dit, donc tu sais pas. En fait, je vais faire un grand nombre de contenus et laisser mon audience décider ça c'est une bonne vidéo, ça c'est pas une bonne vidéo. Mais je vais jamais, moi, me mettre une pression en me disant je préfère attendre une semaine pour sortir une vidéo qui est de qualité. Mais comment est-ce que je sais que c'est de la qualité? Ça se trouve, c'est de la merde. C'est personnel, quoi. Tu vois, parce que, ok, toi, tu la vois comme une bonne vidéo parce que c'est ton projet, c'est ton bébé, tu vois. Mais peut-être que les gens, ils trouvent ça claqué. Donc... moi, je le vois différemment. Enfin, je le vois différemment parce que j'ai plus le côté visuel. Ouais, c'est encore un autre créneau, toi. Très différent. Ouais. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, c'est un autre créneau et c'est plus subjectif parce que tu la vois. C'est plus objectif parce que tu le vois et tu dis, ok, ça c'est beau visuellement ou c'est pas beau visuellement. Moi, je suis dans l'humour, donc ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, c'est très propre à chacun. La vidéo, elle a pu me faire exploser de rire, mais en fait, elle flop. Je vais même te faire un aveu. Tu vas sur n'importe quelle plateforme, sur TikTok, mon top 6, c'est 6 vidéos que je trouvais pas ouf. Mais tu sais que moi, toutes mes vidéos qui ont pété, entre parenthèses, visuellement, c'est pas celle que je préfère au niveau montage, au niveau, tu vois, où je me suis posé dessus. Et ton audience, elle t'a dit que même si toi t'aimais pas, nous on aime. Et c'est eux qui ont le dernier mot final. Il faut pas se prendre la tête. Non, c'est pour ça que dès que t'as une idée, tu l'as fait, il faut l'exécuter. C'est eux qui ont le dernier mot. C'est eux qui disent ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, c'est pas toi. Donc moi j'envoie tout ce qui me passe par la tête et je laisse mon audience décider. Donc pour ceux qui me suivent là, qui me posent souvent la question, vous avez les réponses. Faut pas vous prendre la tête en fait, faut faire. Juste faites, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas à la fin, c'est pas grave, partagez-le parce que ça peut juste vous plaire à vous. Ça peut ne pas vous plaire à vous, mais ça peut plaire à votre audience. Donc vous prenez pas la tête, juste lancez, faites votre truc et de toute façon, ne prenez pas la tête sur ça. D'autant plus que même si jamais tu rencontres des problématiques dans la création de contenu, ces problématiques-là, elles s'auto-corrigent en produisant beaucoup. En fait, tu vas avoir des feedbacks, tu vas avoir un regard sur ton post, parce qu'après, en fait, le post, tu le fais, mais une fois qu'il est posté et que tu as eu des réactions, tu le vois différemment. Tu arrives à voir des choses que tu n'avais pas vues. Et ça te permet d'affiner un peu au fil du temps, et tu apprendras 1 million de fois plus en faisant plein de vidéos, même si elles sont pas bonnes, qu'en étant dans ton coin, dans ta chambre, à essayer de penser à l'idée parfaite. Tu envoies, et après, le truc, il se met un peu en place tout seul. Ouais, et puis même s'il y a un truc qui marche bien, justement, tu peux l'approfondir justement derrière en disant cool, ça a marché, j'avais ça comme idée, allez go, ça. Voilà, mais ça tu le sais parce que tu l'as posté. Mais même ça, tu peux le poster, ça peut très bien ne pas marcher aussi derrière. Donc juste, balance. En gros, il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Tant qu'on voit que tu t'amuses et que tu laisses ta créativité parler, il n'y a pas de règle. Envoie. Parce que déjà, je sais qu'il y a un certain temps d'adaptation, il faut que tu changes tes trucs et tout, mais est-ce que tu as des nouveaux projets qui arrivent un petit peu en tête maintenant que tu commences un peu à t'adapter ici Après, en termes de création de contenu, mes projets, on va dire, c'est un peu garder la lignée de ce que je faisais déjà, mais en profitant du fait d'être ailleurs. Donc en gros, être à Bali fait que j'ai des portes qui sont ouvertes à moi qui n'étaient pas ouvertes en France. Tu as accès à certains lieux, à certaines personnes, à certains environnements que en France, tu n'avais pas parce que c'est un autre environnement. Donc en gros, essayer de profiter pleinement de ce changement-là. Donc là après, à l'heure actuelle, toi tu le sais déjà, là je suis vraiment dans la phase où je trouve encore mes marques. Oui. Et mais mon projet, c'est vraiment juste d'exploiter le fait d'être ici. Mais après, dans la ligne directrice de ce que je fais, rester dans le même créneau. Je pense que de toute façon, le créneau que je fais, c'est le créneau qui m'amuse. Ah non, si demain ça m'amuse plus, j'arrête. Mais pour l'instant, c'est le créneau que j'aime faire. Donc je pense que je resterai là-dedans. Après, c'est juste une question de... Une fois que j'ai trouvé ma stabilité, me dire, ok, quel est le contenu propre à Bali que je ne pourrais pas faire ailleurs. Et non, je pense qu'une fois que tout sera mis en place, je suis assez optimiste sur l'ampleur que ça peut prendre. Et je pense que je vais faire pas mal de bons trucs ici. Et sur le côté pro sur le côté pro, là, à l'heure actuelle, je suis sur le développement d'une application. Je crois que je n'avais même pas encore dit avant sur Internet.
Peut-être qu'on le mettra pas, ça fera des tututes. Non, après, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Mais ouais, là, je suis sur le développement de ça. Bon, après, c'est pour début 2024. Coaching aussi. Coaching, bah, j'ai mon site de coaching qui continue à tourner. Là, Ouais, après, tu parles de l'appli. Ouais, c'est une application de coaching. Ouais. Après, j'ai mon site de coaching qui continue à tourner. Là, j'ai commencé à bosser avec quelqu'un qui va, en gros, s'occuper de toute la partie développement du site. En gros, la partie qui ne m'est pas naturelle. Je suis pas un businessman, j'y connais rien là-dedans. Donc, en gros, j'ai enfin passé le cap après... Chacun son métier. Hein. Oui, voilà. Moi, c'est un truc que je après, capte par maintenant, contre, j'ai aucun souci avec le fait d'avouer mes faiblesses dans certains domaines. Bah, complètement. Et je suis un bon créateur, mais je suis pas un businessman. Le business n'est pas mon domaine. Ah, Donc, c'est pareil, je connais que dalle. Hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai laissé la main après 3 ans d'activité sur mon site à quelqu'un qui va vraiment s'occuper de mettre en place des publicités, des trucs comme ça. Et puis, voilà, la partie qui, moi, ne m'intéresse pas et dans laquelle je suis nul. Et c'est pareil. Après, pareil, là, j'ai commencé récemment à bosser avec un agent qui s'occupe plus de ma partie communication avec les marques, etc. Donc, il y a des choses qui arrivent à ce niveau-là aussi. Et c'est voilà. bien, c'est pratique quand même. Ouais, en gros, toi, ça t'allège. En gros, c'était vraiment le projet que j'avais de cette année, de m'entourer de personnes qui viennent combler mes lacunes pour que moi, je me focalise sur là où je suis très bon, c'est-à-dire juste avoir des idées, être créatif, en fait. Et tout le reste, je suis pas bon dedans et je l'aime pas, donc je vais pas essayer de... Donc en gros, voilà, j'ai quelqu'un qui s'occupe des partenariats parce que ça me saoulait et que j'étais nul, et j'ai quelqu'un qui s'occupe du business de mon site parce que ça me saoulait et que c'était nul. Donc les choses se mettent bien en place. Donc voilà, c'est déjà des assez gros projets. Là, je suis techniquement en vacances, mais en fait, là, pendant les 2 prochains mois, heureusement, j'aurai toi pour le soutien psychologique. mais voilà, ça va être les plus fausses vacances de toute ma vie. Et puis après, voilà, ça va être une grosse rentrée. Et on va faire en sorte. Après, moi, je trouve que c'est un certain avantage, comme moi et mes formations, tu vois. C'est que quand t'as ça à faire, c'est... Bam, tu prends tout dans la gueule en mode il faut le faire, j'ai tant de temps pour le faire, je le fais, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que c'est terminé, c'est que des revenus passifs, t'es en mode tranquille, t'as fait le taf que t'avais à faire. Il y a toujours un suivi quand même derrière, tu vois. Mais c'est pas comme quelqu'un qui va bosser dans une boîte pendant 30 ans à faire la même chose toute la journée, à gagner le même salaire, tu vois, c'est très différent. Moi, je trouve ça kiffant parce que ça reste quand même un côté qui est ton domaine, tu vois, un truc que t'aimes, les 3 quarts des gens travaillent dans les trucs qu'ils aiment pas. Comme moi, j'étais là en mode, j'ai kiffé, moi j'ai fait mes formations, j'ai des potes qui m'ont dit j'ai mis 2 mois à faire ma formation. Mes formations, elles étaient très rapides, hein, parce que c'est ce que je fais depuis des années, et c'était un kiff. J'étais là en train de me filmer, faire mes trucs et tout, c'est trop à fond. T'es terminé, maintenant, une fois que c'est fait, tu balances et t'as plus rien à faire. Tu l'as fait en combien de temps ? J'ai 2 formations pour le moment, chacune de mes formations, grand max 1 semaine. Tu sais que moi j'ai commencé à faire une formation et j'ai abandonné. Ah ouais ? C'était trop taf. Ah ouais. C'était trop taf. En vrai, j'avais tout écrit, après j'ai commencé à tout. J'ai dit, au bout d'un mois, j'ai dit j'arrête. Bon. J'ai rien écrit. J'ai rien écrit. J'ai vraiment fait ma formation par rapport à mon expérience. Okay. Donc c'est des trucs que je balance tous les jours et que je fais. Ouais. Il y a certaines choses où il faut quand même être un peu plus carré. Où là, je me suis renseigné. Par exemple, j'ai regardé des formations. J'ai regardé des formations et je regardais comment ils structuraient. En disant, ah putain, ouais, c'est comme ça qu'il faut que je structure. Donc j'ai structuré un peu de la même manière, mais avec moi, ma façon de faire et comment j'ai appris, tu vois. Et il manquait juste la structure. En fait, c'est comme tout ce que je fais. Vu que je suis un artiste, c'est que je sais balancer du contenu, faire des trucs, mais j'ai jamais de structure. C'est le plus dur quand t'es un artiste. C'est dur la structure, c'est de te dire, ah, il faut le faire comme ci, comme ça, comme ça. Comme pour mes prochaines formations, je vais être là en mode. Au con. Alors attends, comment je mets ça en place ? Au con, je commence par quoi ? Tu vois ? Comme LumaFusion, par exemple, ma formation LumaFusion, moi je l'ai vraiment... j'ai tout détaillé, moi, comment je monte mes vidéos YouTube, comment je fais mes réels, j'explique tout, ma façon de penser, comment je fais ci, par quoi je commence, la musique, les trucs, mes années dans la musique, mais vraiment la structure du logiciel, en vrai j'ai vraiment regardé une vidéo YouTube, tu vois, où le mec il te décrit comment marche le logiciel de A à Z, et j'ai refait la même chose. Ouais, t'as comblé tes lacunes. Ça, on s'en fout parce que c'est un truc que tout le monde peut trouver sur YouTube, mais là c'est bien parce que ça fait partie de la formation et tu peux pas me dire tu l'as copié quelque part, c'est la base. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais même pas besoin de les mettre dedans, mais c'est que j'avais pas envie de mettre un lien pour dire tiens regarde t'as les. Mais non, mais de toute façon, pour moi les formations, il n'y a pas vraiment cet aspect de table. En fait, une formation vient résoudre un problème. Est-ce qu'avec la formation t'as résolu ton problème ? Ok, cool. Tu vois, je le vois comme ça. Mais personnellement, moi j'ai un respect pour vous les mecs qui faites des formations et tout. J'ai essayé une fois, j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça. J'ai vraiment pas osé. Si tu peux le faire facile en vrai. J'arriverai pas. C'est commencer le plus dur, c'est vraiment
Ouais. Une fois que tu pars dans ton mais- truc et que tu... En fait, moi, je le vois comme un montage vidéo. Tant que t'as pas commencé, que t'as pas le visuel du truc déjà, genre moi, j'ai fait ma première, deuxième vidéo, j'ai fait... Ah ouais, cool. Ok. Parce qu'il faut que tu montes, c'est au moment où tu vas monter, tu dis attends ça, faut que je passe comme ça, faut que je filme mon écran, machin, que je me filme là comme ça, je dis ça, là je cut le son, le truc, et après tu fais... Ah ouais, ok. Allez, puis t'en balances tout le reste. Tu fais ton visuel pour chaque truc, c'est trop bien. C'est peut-être ça qui te manque toi. Juste faire, boum boum, mais... Bon après ça dépend, est-ce que t'as vraiment envie de faire des formations ou pas à l'heure actuelle? Bah en fait, je me suis dit que ça pourrait aider des gens. Ouais. Mais Ouais, c'est juste le taf que ça me donne. En fait, ou alors peut-être que c'était un truc qui me plaisait pas et du coup j'ai pas trouvé la volonté de le faire. Mais ouais, moi perso j'ai arrêté en cours de route. Donc bravo à toi. Ouais, il faut... Merci. Merci, ça me fait plus plaisir. Ouais, pour surtout que tu trouves le temps aussi de le faire à l'heure C'est actuelle. ça. Les semaines, elles sont what the fuck. Déjà j'aimerais qu'il y ait des journées de plus de 24 heures, je peux pas m'ajouter. C'est clair. Bon, et pas mal, un petit dernier mot de fin, un petit truc. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour mes abonnés, par exemple, tu vois, par rapport à... Parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes, moi, qui sont dans la création de contenu, quand même. Il y en a qui me suivaient pour le sport et tout, mais il y en a beaucoup dans la création de contenu. Il y a le côté très esthétique que moi j'ai, mais il y a le côté aussi où toi, voilà, ça permet d'eux. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Ah tiens, bon, là, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aux personnes qui, à l'heure actuelle, ont envie de se lancer, que ce soit sur les réseaux, pas spécialement en mode professionnel, Juste mais plus sur partager. le côté, ouais, partager des conseils, des trucs, des machins, parce qu'à l'heure actuelle, t'entends tellement de trucs à gauche, à droite. Bah, tu sais plus quoi faire. de ne pas être intimidé par l'excellence de quelqu'un, en fait, que ce soit les vidéos de Charlie où tu vas voir que c'est super beau, ou alors mes vidéos où tu vas avoir une idée, où tu dis putain, l'idée, j'aurais pas pu la. En fait, le truc, c'est que ça revient à la même chose que quelqu'un qui voudrait pas se lancer dans le foot parce qu'il a vu Mbappé et qui se dirait je pourrais pas faire pareil. En fait, garde le principe que commence à ton niveau, ne te paralyse pas en te disant vu que je ne peux pas faire ça tout de suite, du coup ça sert à rien que je le fasse. En fait, c'est une courbe d'apprentissage et parce que tu vois pas les années qui ont été passées avant à développer l'expertise dans ce domaine, tu vois. Donc c'est un truc que je vois qui paralyse énormément de gens, principalement dans la création de contenu. En fait, ils vont voir des créateurs de contenu et ils se disent moi je pourrais pas faire ça, donc autant que je le fasse pas. En fait, même lui, quand il a commencé, il pouvait pas faire ça. Donc commence et crée à ton échelle avec ce que tu as là et n'attends pas d'avoir la meilleure caméra du monde, n'attends pas d'avoir la meilleure idée du monde, n'attends pas d'avoir les meilleures connaissances en montage, en je sais pas quoi. Lance, apprends sur le tas, développe ton truc et crée en fait. Ouais, je disais surtout qu'à l'heure actuelle, t'as beaucoup de personnes qui explosent avec juste un téléphone, en fait. De fond. Donc faut même pas chercher que la qualité, c'est plus le contenu et ce que tu vas transmettre qui est important. C'est l'histoire que tu racontes. C'est vraiment Si, ça qui va voilà. toucher des gens Ouais, et exactement. même s'il y a des trucs qui existent déjà, parce que dans tous les cas tout existe déjà à l'heure Ouais, actuelle, ouais, faut tu ça. peux refaire, c'est pas grave. Ça, c'est de la Zumba, le truc de non, mais ne cherche pas à avoir l'idée que personne n'a eu au monde. Tu vas pas inventer l'eau chaude. Ouais. C'est juste que développe ton propre truc et ce truc-là, il va se développer tout seul à force de faire en fait. Donc juste fais. Si au début tu fais quelque chose que tu as vu et que tu as trouvé cool et que tu as envie d'apporter ta petite touche dedans, fais-le. Et en fait, de là, ton propre style va se trouver. Tu vois, tout le monde a eu des inspirations, tout le monde a vu quelqu'un qui lui a donné envie de commencer, c'est normal. Tu vois. Moi le premier. Tout le monde. Donc voilà, mais en gros, on peut résumer ça en une phrase, c'est que peu importe la chose là tout de suite qui selon toi t'empêche de te lancer, cette chose c'est une Zumba. Ah ouais, tu vois. Clairement. Dehors la Zumba. Ouais, ferme ta gueule et lance-toi. Voilà, En gros, ça c'était la façon Vas-y, crue de fais-le, le quoi, dire. tu Voilà, vois, ferme c'est ta gueule et C'est vrai qu'il y a lance-toi. une meuf, il y a un cul, tu fais quoi? Tu vas, vas-y. Tu quoi, vas, c'est tu pareil. fais une ligne droite. Bon, on est bon, hein, vas-y, je pense que ça fait un petit tour de... Moi, je vous laisse, même moi, c'est des questions en fait que j'avais pour toi en fait, tu vois, donc c'est cool. Ouais, c'était bien tes questions. Qui peuvent intéresser un peu tout le monde. Bon les gars, au plaisir. Et puis on se voit de toute façon la semaine prochaine comme d'habitude. Najib, merci beaucoup pour cette petite interview au milieu de ta semaine très Toujours. remplie et compliquée. Toujours un plaisir. Et puis de toute façon, on se voit tout à l'heure. Exactement. C'est cool.